Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Addict au foot. Aujourd'hui, on est en compagnie d'un grand joueur, Monsieur Valère Germain. J'arrive à Montpellier, donc le 4e club sur la Méditerranée. J'aurais tout fait. Ouais, non. Je pense qu'il y en a qui sont jaloux des villes que j'ai fait ou là où j'ai joué durant ma carrière. On a toujours entendu Athènes, c'était quelque chose. Toi qui as joué avec lui, réellement, sur le terrain, c'est quoi Athènes? Ah, c'était quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'était quelque chose, ouais. Mais il a mis 3, 4, 5 buts où il découlait 4, 5 joueurs et il allait marquer, quoi. Moi, je loupe une occasion en début de match. Elle t'est restée un peu ou pas? Oui, elle m'a resté, ouais. De temps en temps, pas tous les jours, hein, non. pas toutes les semaines, mais de temps en temps, ça m'arrive d'y penser encore. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Addict au foot. Aujourd'hui, on est en compagnie d'un grand joueur, Monsieur Valère Germain. Bonjour. Merci de m'accueillir, ou plutôt merci de vous être déplacé parce qu'on est ici à Monaco et on va passer un bon moment. Comment ça va déjà? Très bien, fraîchement retraité. Ça fait ouais. 1 mois et demi que j'ai disputé mon dernier match. Je l'ai annoncé il y a une quinzaine de jours à peu près. Ouais. Et non, très heureux pour l'instant. Ça me manque un peu, mais pas tant que ça. J'allais te dire. Ouais, clairement. Mais non, je suis trop heureux d'être revenu ici pour que le football me manque en fait. Ça m'a vraiment manqué d'être ici au quotidien après 2 ans et demi loin. Donc on est très On en content parlera d'être là, après ouais. parce qu'effectivement, t'es parti très loin de la France. On est ici à Monaco, c'est là où, comme tu l'as dit, hein, tout a commencé. Donc, tu es formé à Monaco. C'est là où tu deviens professionnel. C'est ça. J'arrive à Monaco à l'âge de 15 ans à la formation. Ouais. Je passe 5 voire 6 ans à la formation. Ça a été un parcours un peu long pour moi. Je ne suis pas sorti rapidement comme d'autres font à 18-19 ans. Tu l'expliques comment ça, toi? J'ai toujours été bon dans ma catégorie sans être largement au-dessus. Peut-être aussi du fait de mes qualités qui n'étaient pas des qualités très physiques, plus de l'intelligence, du déplacement et tout. Donc peut-être qu'on en avait besoin un peu plus tard, voilà. C'est ce qui caractérise Exactement, ton intelligence de jeu, en tout cas. Ça a mis plus de temps, mais j'ai toujours été sur ma même ligne de conduite, toujours été sérieux pour atteindre cet objectif. Et au final, ça a payé. Et j'ai une question, Valère. Ton papa était footballeur. Ouais. On va se le dire clairement. Est-ce que ça t'a aidé dans le milieu au début du football ou pas? Ça m'a aidé de se dire que tous les conseils qu'il me donnait, toutes les discussions qu'on a eues, tout ce que je recevais, je savais que c'était forcément bon parce qu'il avait vécu les mêmes choses 30 ans auparavant. Ouais. On rappelle, hein, ton papa joue à l'OM, a joué au PSG aussi. Paris, voilà, exactement. Et aujourd'hui, même ça fait plusieurs années qu'on voit que de temps en temps les entourages des joueurs de foot sont compliqués, que ça cherche à venir se greffer sur les joueurs, sur les jeunes joueurs. Moi, c'était mon papa, donc je savais qu'il y avait une honnêteté, 100% d'honnêteté, et que c'était forcément bon pour moi, quoi. Ouais, aucun risque. Voilà. Et porter le nom, compliqué ou pas? Devoir l'assumer par rapport à sa carrière aussi? Non, pas fort. En tout cas, je ne l'ai jamais ressenti. Ok, On m'a toujours posé la question, mais non, je ne l'ai jamais ressenti comme ça. Peut-être qu'on n'avait pas le même poste aussi. Lui était plus défensif, moi plus offensif aussi. Et puis quand on prouve, comme je l'ai dit, j'ai jamais été largement au-dessus de mes catégories, mais quand on prouve année par année, au final, les gens se disent il est là parce qu'il est bon, quoi, pas parce qu'il s'appelle un tel ou un tel. Tu le disais, ta caractéristique à toi, c'est effectivement l'intelligence de jeu et de déplacement. C'est un peu ta marque de fabrique. Je pense, Ouais. je pense, oui. Et c'est des qualités, je pense, qu'on voit de moins en moins dans le foot. C'est ce qui a fait ma carrière, je pense, en grande partie. Je pense que ça m'a servi. Ça a servi aussi les équipes dans lesquelles j'ai joué. Ça a servi aussi, je pense, les coéquipiers, les attaquants, les offensifs qui étaient autour de moi, parce que moi je pensais davantage au collectif, donc si c'était pour faire une course sur le côté, pour ouvrir une brèche pour un autre, ça m'importait peu. Le but c'était qu'on marque, qu'on gagne et qu'on célèbre à la fin tous ensemble. Monaco, t'as ton premier souvenir là qui te revient? Ah, c'est à la formation, les années formation. Ouais.
parce que quand on arrive, on est ado, on se forme en tant que joueur bien sûr, mais en tant qu'homme aussi. Et puis, j'imagine, tous les anciens joueurs vous diront que les années formation, c'est des années exceptionnelles. On avait la chance à Monaco d'avoir le centre de formation dans le stade. Génial. On avait les chambres en dessous, les arches là, du Louis II. Ouais. Les profs venaient à la formation, donc on vivait vraiment 100% du temps dans le stade et on avait la permission de 22 heures tous les soirs. Donc autant te dire que pendant la semaine, on était sérieux, hein, mais il y avait la fête foraine, on allait à la fête foraine tous les soirs jusqu'à 22 h et on était en pleine ville, quoi. Contrairement à d'autres centres de formation où ils sont un peu excentrés, tout excentrés, ça devient de suite plus compliqué. Nous, honnêtement, c'était la belle vie. Ouais. Monaco, du coup, tu y établis ta carrière, tu y établis un nom, une attitude de jeu. Tu joues dans un grand Monaco. Oui. Celui qui est quand même champion de France. C'est ça. Bon, d'abord, quelques années auparavant, moi je fais mes 2 premiers matchs en Ligue 1 et ça correspond avec la descente de Monaco en Ligue 2. Parce que j'étais déçu, bien sûr, et frustré comme tout le monde à ce moment-là, mais j'ai toujours considéré ça comme une chance, une opportunité pour nous les jeunes qui venaient d'arriver, parce que je pense que ça nous a permis de s'accrocher à l'équipe première et d'avoir plus de temps de jeu sur les 2 années en Ligue 2. Après, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés, d'expérience, beaucoup de recrutement qui a été fait, mais on était là depuis le début. Donc voilà, ceux qui se sont accrochés, après, il y en a qui malheureusement sont partis, mais nous, on a réussi à s'accrocher avec quelques autres. Et puis on est vite remonté en Ligue 1 avec un titre de champion de France de Ligue 2 d'abord. Et puis après, c'est vrai qu'il y avait les Russes qui avaient racheté le club, donc de suite, on a senti que Monaco avait changé de projet. Et quelques années après, il y a eu le titre de Ligue 1. C'est ce que j'allais te dire. Valère, comment tu le perçois, vous, toi et le staff, ton équipe, l'arrivée des Russes quand ils rachètent Monaco? Pareil, je pense. Non, même pas. Non de l'excitation et pareil, une grande opportunité pour le club, tous les suiveurs de l'AS Monaco et pour nous aussi, on était à ce moment-là joueurs de l'effectif. Parce que les 6 premiers mois en Ligue 2, on est dernier. C'est très compliqué. On redescend de Ligue 1 et au final, il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui sont partis et on se retrouve avec beaucoup de jeunes dans l'effectif et beaucoup de jeunes qui font leur première saison en tant que titulaire en Ligue 2, donc c'est pas facile. Ouais. Et au final, Monsieur Ribolovlev rachète le club en janvier. Oui. Et je me rappelle que du 29 janvier au 31 janvier, il nous signe 12 joueurs. En 3 jours, il y a 12 nouveaux joueurs qui arrivent des étrangers de partout. Et là, tu t'es dit... Et là, on s'est dit, non, on s'est dit, parce que moi, sur les 6 premiers mois, on était collectivement pas bons. Ouais. Mais j'avais réussi 6 bons mois, donc je me suis dit, tant mieux, l'équipe va se renforcer. Et puis moi, je continue à jouer. Pas pour ton poste, mais tu t'es dit... Tant mieux pour nous, parce que je me demande si il n'était pas arrivé. Est-ce que 5-6 mois après, peut-être qu'on serait descendu en national ou pas, et là, ça aurait été vraiment chaud pour le coup. Donc c'était tant mieux. Et puis il fallait s'accrocher à cet effectif. Si tu voulais continuer à jouer, il fallait carburer. Du coup, comme tu dis, vous carburez. Jouer avec des joueurs comme tu as joué, être entouré, le jeu est plus facile, plus dur? Le football devient plus simple ou pas? Je parle de certains joueurs qui aujourd'hui... Là, tu te rends compte de la chance, tu as le mérite aussi d'être là, dans ce beau projet. Et c'est pour ça que je remercie souvent, pas dans les médias et tout, mais les propriétaires russes qui ont racheté le club, parce qu'ils nous ont permis de jouer avec des joueurs exceptionnels qui ont marqué pas cette génération-là, quoique il y a encore Mbappé, quoi qu'il a été formé à Monaco, mais les Berbatov, Falcao, Toulalan, Abidal, Ricardo Carvalho, qui ont eu des carrières monstres et qui sont venus alors qu'on revenait de Ligue 2 en Ligue 1. Et oui, non, ça a été une chance parce qu'au quotidien, forcément, tu apprends des joueurs qu'ils ont été, de l'expérience qu'ils peuvent te donner, des conseils qu'ils peuvent te donner aussi. Et on a de la chance qu'en plus, c'était des top joueurs et en même temps des bonnes personnes qui voulaient nous apprendre aussi au quotidien. Donc ça a été une expérience. Le vestiaire monégasque, à ce moment-là, quand tu es avec eux, comment ça se passe un vestiaire avec tous ces joueurs de classe mondiale? Ouais, c'est... Comme je viens de dire, c'est... je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est pas si difficile que ça parce qu'eux arrivent avec la bonne... mentalité. Ouais, la bonne dynamique. Voilà. Et puis nous, on a toujours ce même groupe de jeunes qui est parti de Ligue 2 et qui monte progressivement avec l'équipe en même temps. Il y a Kurzawa, il y a Carrasco,
Oui. Papi, Mendy, Ocampos qui a été acheté en Ligue 2 mais qui a fait la Ligue 2. Voilà, mais on a quand même un groupe de jeunes assez fort qui jouent régulièrement et puis on était travailleurs aussi à l'époque, donc les anciens nous ont bien acceptés aussi. Et au final, ça a fait un très beau mélange. Il se passe un moment donné où tu joues un peu moins et tu es prêté à Nice. La deuxième année de Ligue 1, donc Claudio Ranieri est remercié à la fin de la première année en Ligue 1 et Leonardo Jardim m'arrive. Et il me fait, voilà, faut dire ce qu'il est, il me fait un peu moins confiance, je joue un peu moins. Pourtant, on fait une belle saison collectivement. Comment tu l'expliques ça? Choix du coach? Ouais, choix du coach. Il y avait des joueurs, il y avait Martial, il y avait qui a explosé à ce moment-là. Il y a eu des grands joueurs aussi à ce moment-là. Et on fait une belle saison collectivement, donc il a eu sûrement raison, puisqu'on arrive même en quart de finale de Ligue des Champions. Ouais. On se fait éliminer contre la Juve. Et donc à la fin de cette saison-là, je me dis, et même le club, on se le dit, il faut que j'aille m'aguerrir ailleurs. Et Ça se passe comment ça, par exemple? C'est une discussion, c'est avec le coach, avec la direction. C'est une discussion, déjà moi et mon entourage, de savoir, voilà, il me reste encore 2 ou 3 ans de contrat, je crois. Je ne vais pas refaire encore une année comme ça, être sur le banc et tout. J'ai envie de jouer. Et puis le club, tu demandes au club, le club te fait comprendre que oui, c'est une bonne raison, c'est une bonne solution pour le club parce que forcément, ça va libérer, faire de la place. Et pour moi, parce que ça va me permettre de progresser. Et pour le club aussi de revenir peut-être plus fort aussi. Donc, donc au final, on décide de se faire prêter. J'ai 3 clubs, j'ai Guingamp, Montpellier et Nice qui sont intéressés. D'accord. Et au final, je rencontre Claude Puel qui est entraîneur de Nice. Et à la fin de cette discussion, je ne sais pas, il y a eu quelque chose dans son discours qui m'a plu et je me suis dit que voilà, c'était là-bas. Ça me permettait en plus de donner, qui a été aussi une des plus importantes, de rester habité ici en fait. Nice est à 20 minutes. Ce que j'allais te dire. Il n'y a pas une histoire de géographie aussi là. Non, clairement, donc je gardais mon quotidien. Ma femme, moi, était à la fac de Nice, donc elle gardait son quotidien, on gardait nos amis, la belle famille était là, donc c'était tout pareil, sauf le maillot qui changeait. Voilà, bon, après, pour certains suiveurs de Monaco, certains supporters, ils ont un peu du mal à comprendre ce choix. Mais je pense que l'année d'après, comme l'année d'après, c'est très bien passé. Du coup, ils ont compris et au final, c'est passé comme ça. À Nice, tu joues avec un certain Hatem Ben Arfa. Ouais. Sur Internet, sur les réseaux, on a toujours entendu Hatem, c'était quelque chose. Toi qui as joué avec lui. Réellement. Sur le terrain, c'est quoi Hatem? C'était quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'était quelque chose, ouais. Non, c'est déjà en dehors du terrain. On va parler en dehors du terrain parce qu'on entend à chaque fois, il est pas intelligent, ça, si, machin, c'est un merdier dans un vestiaire et tout. Mais peut-être que je suis tombé sur la bonne année, mais en tout cas, j'ai qu'un bon souvenir et je pense que les 25 joueurs de cet effectif-là te diront que Hatem est quelqu'un de top niveau. En dehors du terrain, dans le vestiaire. Il a toujours été chambreur, chambré, c'était un des cadres du vestiaire. Et sur le terrain? Et sur le terrain, ouais, c'était incroyable. Il a fait, je crois, la plus belle saison de sa carrière sur une saison complète à Nice, donc, quand j'étais là avec lui. Et donc de le voir tous les week-ends. Tu t'es dit des fois sur le terrain? Non, là c'est incroyable. Ah oui, clairement. Tapez les sur YouTube les highlights de Hatem Ben Arfa, il y a 80%, c'est la saison de Nice. Il y en a, enfin, il n'y a pas que là-bas, parce que voilà. Mais il a mis 3, 4, 5 buts où il déblait 4-5 joueurs et il allait marquer, quoi. Donc il était dans le bon rôle, il était numéro 10. Le coach lui demandait il avait mis le système un peu autour de lui, mais au final ça correspondait à lui, mais aussi à tous les joueurs qui l'entouraient et on s'est vraiment tous régalés cette année-là. Il t'a apporté? Ah oui, je pense qu'il m'a appris un peu des joueurs comme ça? Oui, alors pas du tout dans les mêmes qualités, mais il fait une super saison, moi je fais à côté une superbe saison aussi, donc au final je pense qu'on s'est apporté mutuellement et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il a été content de jouer avec moi, avec mes qualités, et moi pareil aussi, on en a profité tous les deux. Valère, ce titre de champion de Ligue 1, comment vous le vivez? De l'intérieur, entre vous? C'est toute l'année en fait qu'on retient, et de juillet, la préparation jusqu'à la dernière journée, le titre, l'avant-dernière journée, le titre. C'est une année où tu as l'impression que toutes les planètes sont alignées, quoi. Il n'y a rien qui peut t'arriver. Invincible. Tu prends confiance progressivement dès le début
Quoique invincible, jusqu'à Noël, on est 3e en Ligue 1 parce qu'il y a Paris et il y a Nice qui réalise dans le même temps une saison incroyable. Et au final, à partir de janvier, on devient invincible pour utiliser le terme. Invincible, Il y a intouchable. 19 matchs retour, on fait 17 victoires, 2 matchs nuls. Et puis sur des scores 3-0, 4-1, 5-2, Mais des scores, vous étiez intenable. je crois qu'à ce moment-là, Limite injouable. tous les joueurs étaient à Ouais, 100% de leur capacité, à part Falcao qui avait fait mieux à l'Atlético Madrid quelques années avant. Mais à ce moment-là, Mbappé qui arrive, il y a Lemar, Bernardo Silva qui sont c'est les meilleurs à ce moment-là. Sidibé, Mendy, Bakayoko, Fabinho. Tout le monde était au sommet à ce moment-là. Donc tout était aligné et le coach a bien fait aussi, mais je pense que pour lui, c'était bingo, quoi. Il a été bon, mais voilà, il a été bon, il a eu le tube, voilà, c'était incroyable. Il y a l'OM qui vient te chercher. Ça se passe comment? Si tu veux, moi, à la fin de cette année exceptionnelle-là, il me reste 1 an de contrat. Et ça faisait déjà plusieurs mois qu'on discutait d'une potentielle prolongation. Ouais. Et à la fin de la saison, ou tout juste à la fin, il me propose qu'1 an en plus. Ok. Donc il me restait que 2 ans en plus si je finis à ce moment-là. Et j'avais vraiment envie de m'inscrire sur le long terme. On venait de faire une saison exceptionnelle, donc voilà, je pensais mériter. Ouais, t'as pas compris cette proposition, voilà. quelque part. Ça, voilà, donc je me suis dit peut-être qu'il m'estime un peu moins. Surtout qu'à la fin, les 2 derniers mois de compétition, il y a Mbappé qui est clos. Et du coup, je me retrouve sur le banc les 2 derniers mois. Donc je me dis, je me retrouve sur le banc, il me propose qu'1 an. Peut-être que voilà, je vais rester là, je vais repartir l'année prochaine avec peut-être être rétrogradé. J'étais quand même 2e capitaine du club. Et je me dis, je vais surtout avoir moins de temps de jeu parce que Falcao était là, il ne voulait pas bouger. Et Mbappé, le club avait déclaré plusieurs fois qu'il était intransférable, qu'il n'allait pas bouger. Donc je ne me voyais pas, après une superbe saison, m'asseoir sur le banc et repartir en tant que remplaçant. Déjà, Marseille m'avait contacté après Nice, donc l'année après Nice, Ouais. l'année avant l'année exceptionnelle avec Monaco. Et je voulais pas, je voulais revenir à Monaco et réécrire quelque chose avec Monaco après le. Bon, au final, j'ai bien eu raison, je pense. T'as eu le nez. Voilà, j'ai eu le nez. Et après, donc du coup, Marseille rappelle mon agent et je me rappelle, j'étais à Roland-Garros ce jour-là. Il m'appelle dans la voiture, il me dit voilà, Marseille te veut, ils te font une offre de 4 ans. Donc moi, je cherchais un truc où vraiment on me faisait confiance. Ouais. Et sachant que Mbappé était intransférable, j'ai dit je profite de partir sur une note magnifique. Et je signe à l'OM. Et 2 mois plus tard, pour la petite histoire, Mbappé part à Paris. Voilà, transféré à Paris. Donc je ne sais pas comment ça se serait passé si Mbappé était parti avant, s'ils avaient dit attends parce que Mbappé va partir, peut-être que je serais resté à Monaco ou pas, j'en sais rien. Mais voilà comment ça s'est un peu fini avec Monaco. Quand tu es transféré du coup à l'OM, tu en parles à ton papa? Vous en discutez? Il te donne des conseils sur le vélodrome? Parce que comme il a joué à bien sûr, Marseille, oui. ou pas du tout? Non, il était excité à ce moment-là aussi. Ouais. Ça lui rappelle des Que souvenirs j'y un peu? aille. Et puis moi aussi, à vrai dire, parce que porter le même maillot que son père lors d'une carrière, c'est quelque chose de rare, c'est fantastique. Non, il me dit vas-y, va et profite parce qu'on sait tous que le genre d'émotion que tu vis à Marseille, il n'y a pas 50 clubs qui te l'offrent. Donc non, lui était très heureux que j'y aille aussi. Ouais. Du coup, tu arrives à une grande institution aussi du football français, et pas n'importe quel stade. Déjà, qu'est-ce que ça fait de passer de Louis II Ouais. au Vélodrome? Ouais, il y a un vrai changement et ça, tous les connaisseurs du foot Voilà. le diront, et même les supporters monégasques. Ouais, c'est pour ça. C'est sûr que Monaco, c'est une belle ambiance et notamment cette année-là, ça a été superbe. Mais Marseille, il y a la capacité est 3 fois plus grande, je crois, donc, et c'est tout le temps plein. Il y a 60 000 à tous les matchs. Et puis la pression, tu sens une pression, qu'elle soit positive ou négative, tu la sens 20 fois plus que ce que tu ressens à Monaco. Donc moi j'arrive en plus au début, les quelques premiers matchs où j'arrive, je mets triplé le premier match, doublé 3 matchs après. Voilà. Et pour le coup, la première saison, je fais une belle saison. Ouais. Même sur mes statistiques, je fais ma meilleure saison de ma carrière en termes de statistiques. Et collectivement, on fait une belle saison, on fait finale d'Europa League, on perd le match et on fait 4e de Ligue 1, mais on fait plus de 75 points ou 75 points, je crois.
Et normalement, avec 75 points, sur les 20 dernières années, tu es minimum deuxième ou troisième, je crois. Et comme par hasard, on arrive sur l'année où nous, on finit quatrième. Donc au final, les gens se disent, ah, ils n'ont pas gagné, ils ont fini quatrième. Donc ça reste positif, mais avec un petit goût d'inachevé quand même. Vivre une finale de Ligue Europa avec Marseille, avec ce peuple, ces supporters, vous le vivez comment, vous? On l'a construit, ça, cette finale, sur 2-3 mois. Il y avait déjà eu le quart de finale, la demi-finale au Vélodrome à l'extérieur, où il y avait eu des ambiances incroyables qu'on peut vivre, je pense, en France qu'à Marseille. Peut-être à Saint-Etienne, Lens, peut-être à un degré un peu moindre, mais à Marseille, je pense que voilà, c'est le summum. Et la finale était à Lyon en plus, donc pas si loin que ça. Ouais. Et on sentait un engouement dans la ville, autour du club, autour de nous, les joueurs qui étaient. Ouais, c'était fou quoi. Enfin, T'as ce souvenir de vestiaire le jour de la finale? Oui, bien sûr. Quand on arrive au stade, on arrive à Lyon, donc le stade on le connaît. En plus, on arrive, on connaît la route. Quand on arrive, on connaît le stade et on voit que là, le stade est. Il y a plein de supporters marseillais, d'habitude les supporters lyonnais, quoi, tu vois. Et là, le stade, la moitié, enfin, c'est. Non, c'est. Tu te dis, waouh, ah oui, ça y est, là, c'est le grand jour, le grand match. Et, Toi, tu le vis comment à ce moment-là? T'es sous pression? Ouais, une chance, oui, sous pression comme. Non. Non, une sous pression comme tous les matchs, mais Ouais. tu te dis chanceux d'être là, de vivre ce genre de match, de moment. Et puis, non, tu as juste envie d'être sur le terrain à l'échauffement et que ça démarre, quoi. Et quand ça démarre? Et quand ça démarre, on fait un bon match, mais voilà, moi je loupe une occasion en début de match. Elle t'est restée un peu ou pas? Oui, elle m'a resté, ouais. Bah, forcément, si c'est une occasion à la 15e minute d'un match de Ligue 1 ou de Coupe de France, bon, tu perds, tu gagnes. Voilà, là c'est le match, forcément, tu y penses. Et de temps en temps, pas tous les jours, hein, même pas toutes les semaines, mais de temps en temps, ça m'arrive d'y penser encore. Mais donc on a cette action, on a ce fait de jeu-là, on a Dimitri Payet qui est notre capitaine et qui était on fire cette saison-là, qui sort au bout de 20 minutes. Ouais. Et le premier but qu'on concède, il y a une mésentente entre Mandanda et Zambo Anguissa, ils perdent le ballon, Griezmann en profite et marque. Donc on a 3 faits de jeu qui font qu'à la mi-temps, on est mené 1-0. Et après, tu sais que contre l'Atlético Madrid, quand tu es mené, c'est là que ça devient très 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 dur. C'est là où ils excellent et au final, 30-3 et je pense qu'il n'y a quasiment rien à dire sur le match. Vous sentez le style de jeu rapidement qu'il est différent ou pas? Oui, alors moi j'ai eu jouer, l'année d'avant, on joue la demi-finale de Ligue des Champions avec Monaco contre la Juve. Ouais. Et au final, c'est le même genre d'équipe. Même style de jeu. T'as l'impression que tu es bien, que tu es au-dessus, que voilà, mais sauf qu'ils prennent pas de but. Et ils te piquent à chaque fois, dès que tu fais un truc, un mauvais truc, boum, ils te piquent 100%, tac, ça arrive, et voilà, et toi tu t'écroules. Et non, on savait, on les connaissait, hein, c'était une grande équipe d'Europe à ce moment-là. Il y avait des grands joueurs aussi à ce moment-là. Donc on connaissait leur style de jeu et on savait que ça allait être hyper dur et dans le résultat, ça l'a été. Le meilleur souvenir que tu as à Marseille? À l'extérieur notamment, enfin, ce qui est fou, c'est qu'à l'extérieur, parfois tu vas à l'extérieur et tu as l'impression que tu es presque à domicile, quoi. Tu fermes les yeux et il y a une action, tu te dis je suis à domicile, quoi. Alors que je me rappelle quand on jouait à Troyes par exemple, ou à Lille, je me rappelle d'un match à Lille où, juste avant le Covid, on perd 1-0, on est nul et à la 60e, je marque un but sur corner, on marque un but 3 minutes après, on gagne 2-1, le stade, t'as l'impression qu'on était au Vélodrome et on a volé le match en 3 minutes. Et des ambiances que, ouais, tu te dis, t'es dans les stades adverses et au final, il y a presque autant de bruit quand toi tu marques, quoi. Donc c'était assez fou. Pire souvenir? Ce match de l'Atlético, cette occasion, mais... À vrai dire, tous les attaquants loupent des occasions. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je pense qu'il y en a qui ont fait même pire, malheureusement pour eux. Mais par exemple, Colomboigny, la Coupe du Monde, la finale de Coupe du Monde, lui, c'est vraiment dernière action du match. Quoi. Il marque, il siffle, finale, champion du monde. Moi, c'est à la première minute, donc il y a encore 90 minutes de jeu. Certains c'est resté dans la tête de certains et il fallait que je fasse davantage pour leur faire oublier ça. Et, au moindre mauvais match que je faisais quoi, on pouvait vite me reparler de cette action-là. Tu repars encore dans une autre équipe? Oui, je fais 4 ans à Marseille et donc je finis mon contrat en juin et il se passe quand même 1 mois et demi, 2 mois où je suis en discussion avec certains clubs mais je ne re-signe pas direct. On aimerait bien savoir d'ailleurs lesquels.
Non, j'ai eu quelques clubs espagnols. C'était Elche à l'époque, voilà, qui était en Liga. J'ai eu la Sampdoria de Gênes en Italie, Lille en Ligue 1, Lille qui était qualifié pour la Ligue des Champions, et Ouais. Montpellier. Et Montpellier qui arrive aussi. Ils avaient un intérêt depuis quelques semaines. Ils avaient besoin de vendre à ce moment-là des joueurs. Et ils ont vendu des joueurs et j'ai signé le 31 août, je crois, juste avant la fermeture du mercato. Bon, j'étais libre, donc il n'y avait pas de problème. Mais ça a été assez long, donc j'ai fait 2 mois ici à Cap d'Aille, Monaco. On a bien profité. Bon, je me suis bien préparé aussi parce qu'il Ouais. fallait arriver Ouais, prêt fallait dans son arriver. nouveau club et pas en vacances. Mais ça a été une période pas difficile, mais une période de transition parce que quand tu fais 2 mois sans avoir de club, bon, tu sais qu'à un moment donné tu vas avoir quelque chose, mais tu sais pas où, tu sais pas comment, tu sais pas à quel moment, donc faut être prêt et c'est pas si facile que ça. Donc tu arrives à Montpellier. J'arrive à Montpellier, donc le quatrième club sur la Méditerranée. C'est Je les ça. aurais tous fait. Ouais, non. Je pense qu'il y en a qui sont jaloux des villes que j'ai fait ou là où j'ai joué durant ma carrière. J'arrive à Montpellier. Déjà l'accueil. Et Ouais, bien, très bien, c'est club ultra familial et ça tu va. sens qu'au niveau de la médiatisation, tu redescends par rapport à de la pression, tu redescends quand même un peu au niveau par rapport à Marseille. Ouais. Et le club, c'est vraiment plus familial avec la famille Nicolin qui est là. Et puis on m'accueille vraiment bien. Les joueurs aussi m'accueillent très bien. J'en connaissais déjà quelques-uns dans le vestiaire. Et puis pareil, je fais un super début. Je mets un but le premier match, doublé le troisième match. J'ai l'impression de toujours réussir mes débuts de partout où je vais. Même à Nice, quand j'ai signé à Nice, mon premier match c'est contre Monaco. Au bout de 5 minutes, je mets un but avec Nice. Donc à chaque fois que je débute, ça se passe très bien. Et puis non, ça a été une belle expérience Montpellier. Je regrette un peu de ne pas avoir plus performé. Tu joues 2 ans. Ouais, je joue 2 ans, sûrement de ma faute. Peut-être aussi que j'ai pas réussi à avoir les coéquipiers autour de moi qui, avec mes qualités, qui faisaient que ça matchait bien, voilà. Mais non, ça a été sur le plan humain, le club et tout, ça a été un vrai plaisir d'évoluer dans ce club-là. Mais j'aurais aimé mieux faire pour leur rendre l'appareil, quoi. Voilà. En tout cas, ça, le message sera passé. Tu as eu deux coachs, Oui. dont un qui arrive un peu en catastrophe. 3 coachs même, pardon. Il y a eu donc Olivier Dalloglio que j'ai Ouais. eu pendant un an, presque un an et demi, je crois. Après, il y a Romain Pitot, ancien joueur professionnel aussi, qui était, Ouais. je crois, qui était à la réserve et qui est monté avec nous en pro. Il a fait 2, 3 mois, je crois. Ouais, ouais. Et sur la toute fin, Darzakarian qui est arrivé sur la toute fin. Et moi, je suis parti parce que j'étais à la fin de mon contrat. L'approche sur les trois coachs, ça a un impact sur toi ou pas du tout? Alors Dalloglio, c'était vraiment le coach qui était tourné vers le jeu, essayer de jouer avec le ballon, de repartir de derrière. Ok. Donc ça a marché, on a produit du beau football de temps en temps et à la fin ça marchait un peu moins. Je saurais vraiment comment l'expliquer. Romain Pitot, il avait une bonne relation avec les joueurs, il était assez proche des joueurs, il venait de la réserve et il connaissait pas mal de joueurs. Étant ancien joueur professionnel, il avait aussi cette approche où il était, comment dire, protecteur et assez proche de tous les joueurs. Voilà, donc une approche un peu différente encore. Ouais. Et Darzakarian, quand il est arrivé, on sentait que c'était beaucoup plus sur, comment dire, sur un peu à l'ancienne. C'est vraiment l'agressivité, la grinta, c'est vraiment Ouais. la bagarre. On y va, on joue bien ou pas, tant pis. C'est vraiment le résultat. Faut courir, faut tout donner. Et voilà, donc trois coachs en 2 ans avec Une approche une différente. approche et une mentalité différente. Toi, ton approche à toi avec les jeunes de Montpellier, c'est quoi ton rôle un peu à un moment dans cette équipe? Un peu. Au début, forcément, le rôle, c'est de venir, de jouer, d'être le plus performant possible. Après, enfin, je jouais un peu moins, ou je jouais une fois sur deux, où il y avait Eli Wahi qui était attaquant à ce moment-là et qui a Ouais. réussi une saison exceptionnelle, parce qu'il a mis une vingtaine de buts, je crois. Ouais. Et c'est un peu un rôle alors pas de grand frère, mais de lui faire sentir que, bon, même si de temps en temps tu es frustré d'être sur le banc, de lui faire sentir que je suis là aussi pour l'aider, pour S'il y a le besoin faire de conseils, progresser, ouais, ouais. voilà, et même peut-être lui en me regardant à l'entraînement, essayer d'être toujours moi à fond, essayer d'être performant à l'entraînement, parce que ça peut aussi lui donner des idées. J'ai un jeu un peu assez particulier, enfin, c'est pas des trucs que tu vois chez beaucoup de joueurs. Bon, je ne vante pas mes qualités, mais ces trucs de déplacement, c'est un peu inné, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est des qualités qu'on ne voit pas forcément chez beaucoup d'attaquants. Donc peut-être qu'il s'il a pu prendre ne serait-ce que quelques pourcents de ça, Tant mieux. tant mieux pour lui. Ouais.
Valère, quand tu es à Montpellier, effectivement, tu arrives derrière une attaque ultra prolifique, qui est l'abord de l'or. Euh, Est-ce que tu penses que quand tu arrives à ce moment-là, c'est plus compliqué pour toi ou pas? Pas plus compliqué, mais tu sais que tu dois être performant parce que eux ont très bien fait pour le club pendant 2, 3 ans. Et, c'était vraiment un duo. Ils étaient associés très très souvent ensemble et ça a bien marché. Et non, je savais que j'arrivais dans une belle équipe qui certes perdait deux grands attaquants qui avaient marqué beaucoup. Mais je pensais à ce moment-là qu'avec les joueurs qui m'entouraient, ça pouvait très bien le faire. Ça l'a fait sur certains moments. Mais peut-être que j'ai manqué mon binôme, comme eux ont profité de ce binôme-là. Et c'est vrai que j'ai toujours, dans ma carrière, profité d'un binôme, comme ça a été avec Athème, comme ça a été Ouais, avec Falcao, notamment ouais, à Monaco. Monaco. J'ai toujours apprécié jouer avec quelqu'un d'autre devant. Là, à Montpellier, j'étais un peu. Enfin, j'étais dans un système où il n'y avait qu'un attaquant, donc Un peu plus c'était un compliqué. peu plus compliqué. Peut-être de par mon jeu, mes qualités, j'en sais rien. Ouais, voilà, c'est sûr que c'est forcément difficile de passer après deux joueurs qui mettaient peut-être 30 buts à eux deux chaque saison, quoi. Parce que à cette époque-là, je pense que c'était peut-être la meilleure attaque de Ligue 1 ou Là, le binôme, oui, le oui, binôme, le ouais, binôme, mais il ils était devaient mettre une incroyable. trentaine de buts Ouais. chaque saison et ils avaient très très bien fait à Montpellier. Mais la première saison, elle est plutôt correcte à Montpellier. C'est la deuxième saison qui est plus compliquée. Bah, tu décides de partir. Ouais, encore une fois, je décide parce que je suis à la fin de mon contrat à Montpellier. J'avais toujours eu envie, ce rêve d'aller jouer à l'étranger. Ah bah là, Non, t'es pas allé à là, côté là. clairement, Hein. pour l'expérience de vie, pour Ouais. continuer à jouer au foot. Et, C'était quoi? C'est une recherche de culture, de non, c'est nouvelle parce que, expérience? si tu veux, c'est même à la fin de ma première année à Montpellier. Ouais, Via un ami Grégory Sertic avec qui j'ai joué à Marseille. ok. Lui a joué avec un ancien joueur de Bordeaux qui s'appelle Faïd Benkhalfala, ancien international tunisien. Et lui a fini sa carrière à Melbourne en Australie. Ça lui a tellement plu qu'il est resté habiter là-bas et il s'occupe aujourd'hui de faire venir des joueurs de Ligue 1 dans le championnat australien ou inversement. Et donc à la fin de ma première année à Montpellier, il me demande si ça me tente. Et à vrai dire, je lui dis que oui, ça me tente, mais pas maintenant, parce que j'avais envie de faire la deuxième saison avec Montpellier. Il réessaye, il me recontacte en décembre, janvier, et pareil, je lui dis que ouais, il reste 4 mois. Voilà, je Laisse-moi voulais vraiment finir. finir. Montpellier, ça se Ouais, passait pas bien collectivement. Je voulais pas quitter le club comme ça, comme un voleur, ouais, en disant si vous descendez, tant mieux. Enfin voilà, je ouais. voulais au moins être là, même si je jouais pas forcément beaucoup, mais au moins être là pour essayer de donner le maximum. Bonne Et mentalité. nous, voilà, ouais, oui, oui, ouais, oui, oui, Bah, c'est faut le vrai. souligner Oui, quand même. oui, c'est vrai, c'est Tu vrai, vois, c'est faut le vrai. Mais bon. souligner. Et ça nous a permis, nous, dans le temps, de regarder pas mal de trucs sur l'Australie, des documentaires, Ouais. de se renseigner sur ce pays. Et puis, ça, je crois enfin, pas grand monde le sait, mais j'ai signé mon contrat en Australie avant même la fin du contrat à Montpellier. Voilà. Bon, tu as le droit, hein, parce qu'à Ok. 6 mois de la fin de ton contrat, Ouais. tu es libre de t'engager où tu veux. Et moi, je l'ai fait, je crois, tout début mai. Donc, il restait 3 semaines avec Montpellier. On était sauvés, il n'y avait plus rien à jouer. Et voilà, bon, je ne l'ai pas annoncé au club parce que je voulais vraiment leur dire que j'avais vraiment la tête Ouais, ouais, ouais. focus sur le club, même si, voilà. Et donc, je m'engage avec un club de Sydney, le MacArthur FC. MacArthur FC. Exactement, Effectivement. ouais. Comment ça se passe là-bas? Très heureux d'arriver là-bas. La Et on culture? découvre un. Bon, la culture, ça se rapproche un peu de l'Europe, de tout ce qu'on voit en Europe. Ouais. Mais c'est des gens qui aiment profiter. Ils se lèvent très tôt le matin, à 6h, 6h30. Il y a des gens qui font du sport sur les plages. Tous les cafés sont ouverts à 6h du matin et les gens se lèvent très tôt pour profiter. Il fait beau quasiment toute l'année à Sydney, donc tu as l'impression d'être en vacances toute l'année. Et tout le monde est tout le temps dehors, quoi. Même les enfants après l'école, c'est plage, c'est sport, barbecue sur les plages. C'est une vie. Enfin, vraiment, si quelqu'un hésite à aller en Australie, il ne faut pas du tout hésiter, quoi. Il faut y aller à 100%. Valère, du coup, 27 buts en 2 ans. Donc référence, hein, comme je disais, de l'attaque. Ouais, c'est vrai que. Mais là-bas, tu viens de l'Europe déjà. Donc pour eux, les championnats européens, notamment la France, c'est incroyable. Donc ils m'accueillent vraiment très très bien. Le niveau est comment? C'est moyen. On va pas se Ouais, mentir, voilà. pas se cacher, c'est moyen. Il y a quand même des grands joueurs qui y sont passés, qui y jouent, mais c'est, je pense, deuxième partie de Ligue 2, pas plus haut, je suis pas sûr. Il y a eu, il y a entre 5 et 10 000 spectateurs suivant les stades. C'était mieux avant Covid, mais le Covid a un peu tué le foot en Australie. Ouais.
Financièrement, je suis même pas sûr que ce soit peut-être Ligue 2, fin de Ligue 2, peut-être même nationale. Donc j'y suis vraiment allé pour un choix de Ouais, un vie, kiff, quoi. d'un kiff, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Et, C'est quoi? Tu avais besoin d'apprendre ouais, l'anglais, non, j'avais besoin T'as aéré, de peut-être? m'aérer, ouais, de sortir de toute la médiatisation du foot Ouais, te Ligue faire 1. un peu oublier, Ouais, peut-être. surtout après Marseille, parce que quand tu passes à Marseille, la médiatisation elle change complètement. Et j'avais besoin, avec la famille, même si on aimait bien la vie à Montpellier, de partir faire une expérience de vie et de kiffer, d'apprendre l'anglais, parce que on avait un garçon qui a 3 ans, qui a 5 ans et demi aujourd'hui, donc ça pouvait être une belle chance pour lui aussi, Ouais. d'ouverture d'esprit. Et tu sais que notamment l'anglais aujourd'hui, bon, au foot c'est important, mais comme tu arrives à 33, 34 ans, tu sais que l'après va arriver, Du que coup, ça tu peut parles être une anglais un nouvelle peu. carte. Oui, oui, ça va, je me débrouille. Et du coup, voilà, tous ces critères-là ont fait qu'on a choisi l'Australie. Pas peur des araignées, tout ça? Parce que, Je suis pas le plus rassuré. Les cafards notamment, les araignées, ouais. on en a vu 3-4 en tout sur 2 ans, mais c'est pas des comme ça, hein, c'est des belles araignées comme ça qui sont certes inoffensives, mais bon, quand tu la vois derrière la télé comme ça, tu fais pas le mariole, quoi. Donc on a tous une bombe qui malheureusement tue les insectes, mais on a Ouais. tous une bombe à la maison, donc on les asperge. Sauf qu'une fois on a voulu l'asperger, elle est repartie dans les bouches de la climatisation. Et là, tu dors pas de la Et nuit. bah, on a dormi, mais bon, avec une oreille, il y a toujours, tu vois. Et les cafards un peu, enfin, c'est moins effrayant que les araignées, mais les cafards, c'est des cafards comme ça. Et là, Ouais. t'en as toutes les semaines, quoi. T'en as un toutes les semaines. Ouais. Tu retiens quoi de ton expérience australienne? Une aventure humaine, même avec mes coéquipiers. Donc, tu sens que tu redescends de niveau, même dans le club, les infrastructures. Tout, tu sens que tu redescends d'un niveau, mais du coup, tu reprends juste plaisir à jouer au foot avec des potes, parce que vraiment tous les mes coéquipiers là-bas ont été au top pendant mes 2 ans. Et non, juste le plaisir simple de jouer au foot, tout en kiffant une vie qui est incroyable. Ça t'a fait du bien? Ah ouais, 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 clairement, j'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là avec la famille. Et si c'était à refaire, je le referais Sans problème. à 100% les yeux fermés. Est-ce que ça a changé l'homme? Quelque part un peu. Euh, Ou apaisé? Peut-être, ouais. Peut-être, oui. Sur certains. Jamais été flambant, jamais Ouais, eu ouais. un tas de trucs, machin et Ouais. tout, mais j'aimais bien les voitures. Une fois de temps en temps, on s'achetait les voitures. Et là-bas, j'avais une Toyota Corolla que le club m'avait donnée. J'ai conduit ça pendant 1 an et demi, ça m'allait très bien. Et aujourd'hui, voilà, je me fais un kiff, mais moins que ce qui était avant, quoi. Donc, de se dire que, ouais, il n'y a pas que le foot médiatisé, ultra médiatisé, l'argent, le machin et tout. Il y a un autre foot qui est ultra plaisant Qui aussi existe? et qui existe. Ouais. Et au final, j'ai vécu autant d'émotions, de belles émotions et de plaisir à 1 an et demi en jouant à un niveau plus faible que sur certains matchs ou certaines années ici. Tu gagnes une super coupe là-bas? Coupe d'Australie, c'est Coupe ça, ouais, d'Australie. comme la Coupe de France, voilà la Coupe d'Australie. Donc un titre dans un autre continent. J'ai gagné la Ligue 1, j'ai eu la chance de gagner la Ligue 1, de gagner quelque chose avec ce club-là. Quoi qu'il arrive dans ce club, enfin pas que moi, mais mon équipe, l'équipe dans laquelle j'ai joué, on sera toujours dans l'histoire de ce club. Donc Même, voilà. même toi, tu peux Même le moi, dire, ouais, même clairement, toi. clairement, Toi, mais t'es- j'étais capitaine en plus, donc ouais, ça a été un bon moment. On arrive à ton dernier voyage. On va dire ça comme ça. Pareil, hein. Ouais, le Japon, alors je pars avant la fin de ma 2e année de mon club d'Australie. Je voulais vraiment, vraiment finir la saison avec mon club, parce qu'on pouvait encore se qualifier pour les playoffs, c'est un système de playoffs là-bas. C'est Euh, toujours ta discipline. Enfin, pas discipline, mais Non, mais je veux ouais, dire c'est toujours ma ton- motivation d'aller au bout des choses Ouais, voilà. avec le club, avec les personnes qui m'ont fait confiance. Et j'avais pas, enfin, ça a été un moment difficile quand même émotionnellement de partir, même si c'était d'un petit club, un petit machin, mais Ouais, ça fait- de laisser les gens. J'étais capitaine du club et tout, ça m'a un peu touché. Ouais, ça m'a pas un peu, ça m'a touché de partir de ce club-là. Et parce qu'en fait, j'avais donc discuté avec Faïd Ben Khalfala qui s'occupait de ce marché asiatique. Ouais. Et je lui avais dit qu'à la fin, donc à partir de juin-juillet, je voulais faire 4-5 mois en Asie pour une dernière aventure avant de rentrer, de raccrocher. C'est quoi ce besoin que tu as eu? Bon, de redécouvrir une dernière chose. Est-ce que c'est l'Australie qui t'a donné envie de découvrir Peut-être, ouais, peut-être ouais, clairement, ouais, c'était de faire encore. Je me suis dit, tant qu'à faire en Australie, s'arrêter enfin, peu importe, bon là ça a été le Japon. Ouais. Et avant de rentrer, et donc il contacte un club au Japon, et le club au Japon lui dit on ne veut pas attendre juin-juillet, on le veut maintenant. Et là, je me dis mince. Donc dans un premier temps, je dis non.
Et au final, je me prends une suspension de 2 matchs avec mon club de Sydney et je me dis, bon, il me reste 6-7 matchs. Un peu de frustration parce que mon club, on avait perdu quelques joueurs, quelques bons jeunes joueurs qui étaient partis en Europe. Ouais. Et à la fin d'un match, je fais un geste un peu déplacé. Enfin, je fais comme ça, voilà. Ouais. Voilà. Et là-bas, ils sont ultra stricts avec ça. Tu peux pas t'expliquer avec personne. Voilà, ils te mettent 2 matchs. Et là, je me dis, bon, il me reste 6-7 matchs avec le club. On n'est pas sûr d'être en playoff ou pas, peut-être. Et le club du Japon me voulait maintenant et je me suis dit, est-ce que tu peux te permettre de passer à côté d'une saison complète dans ce qui est sûrement le meilleur championnat asiatique, peut-être mis à part l'Arabie Saoudite. Ouais. Mais est-ce que tu peux, à ce moment-là de ta carrière, parce que j'avais 34 ans, j'allais avoir 35, de passer à côté d'ambiance à 30-40 000 spectateurs, de revivre un football de haut niveau, sans être sûr d'avoir quelque chose au mois de juin, quoi. Et donc, c'est une des seules fois dans ma carrière où j'ai pensé vraiment Ce que j'allais te demander, Ouais. à ce moment-là, tu as pensé à toi? J'ai eu 2-3 jours pour y réfléchir et on s'est dit avec ma femme, allez, allons, hein, c'est parti. Entre-temps, on a eu un deuxième garçon en Australie. Ouais. Et on s'est dit, allez, même si vraiment j'en ai presque eu les larmes, je crois que j'en ai pleuré même de partir de mon équipe en tout cas, parce que j'étais attaché aux personnes là-bas et j'avais vraiment envie on avait gagné la coupe, mais d'essayer de gagner le championnat. Mais je savais que peut-être le train du Japon ne pouvait passer qu'une fois et on s'est dit allez, on prépare les valises. Donc j'y suis allé tout seul les 3-4 premières semaines et ils m'ont rejoint début mars. Du coup, sans Frecce? San Frecce, Hiroshima. Je me retrouve à Hiroshima. J'arrive comme ça en plein mois de février où il fait 40 degrés à Sydney. J'arrive, c'est l'hiver à Hiroshima, il caille. Que tu arrives dans un pays, c'est complètement différent. Alors, on peut parler vraiment de culture en plus. Ah oui, la culture complètement différente. Tu marches, ça m'a choqué. Le premier jour, tu marches dans la rue, il n'y a pas un bruit alors qu'il y a 300 personnes autour de toi. Pas un bruit. Pas un bruit. Ouais. Quasiment pas, quoi. Ouais. Les gens parlent doucement au téléphone. Dans les transports, tu n'as pas le droit au téléphone ou c'est très mal vu d'être au téléphone. Au passage piéton, c'est rouge. C'est rouge, tu ne traverses pas. Même s'il n'y a personne à 2h du matin, tu apprends à ne pas traverser. Au final, tu le fais de toi-même. Et non, c'est vraiment complètement différent. Ils ne parlent pas anglais, donc c'est le seul problème, c'est que pour s'intégrer dans la vie de tous les jours et pour s'intégrer dans le vestiaire, c'est compliqué, pardon. Mais tu as un traducteur qui est tout le temps avec toi. Chaque joueur étranger a un traducteur, quelqu'un qui est ton ombre, qui est là tout le temps avec toi. Voilà. Mais merci à lui, à eux, parce que sinon tu es mort. Et qui t'aide dans la vie de tous les jours aussi, mais un peu compliqué au Japon sur les relations avec les coéquipiers parce que tu as toujours une tierce personne, là tu es obligé de faire un triangle. Donc tu le fais une fois, 2 fois et au final après tu n'as plus forcément envie c'est particulier de parler avec quelqu'un via quelqu'un d'autre. Donc au final il n'y a pas eu trop de relations avec la plupart des joueurs, certains qui avaient joué en Europe, mais avec pas tout le monde. Tu restes combien de temps? Une saison, donc de fin février, j'arrive au tout début, fin février jusqu'à mi-décembre. Assez pour remporter une autre coupe, donc une coupe du Japon. Voilà, c'est pour ça que je te dis donc un autre continent. Je ne sais pas, il faudrait faire une recherche, savoir si un joueur a déjà gagné en 3 continents différents. J'ai eu la chance de le faire donc en Océanie, Australie, Japon, Asie et en Europe. Donc voilà, bon, pas des titres majeurs, mais pour l'anecdote, c'est marrant. Ça reste des titres. Hein. Et puis non, j'ai toujours plaisir à dire, au moins dans le club, on restera gravé à jamais, quoi. C'est ça. C'est important de gagner les titres. Ta meilleure expérience là-bas? De revivre des ambiances, il y a 30 000, 40 000 à tous les matchs. C'est des belles ambiances, ça chante vraiment fort, mais ça chante, c'est carré, cadré, quand ils sautent tous ensemble, mais les écharpes, au moment des écharpes, c'est tout le stade qui fait les écharpes. Ils sont quasiment, nous on était en violet, donc quasiment habillés tous en violet, donc ça donne des couleurs incroyables dans le stade. Mais c'est très respectueux, c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est les supporters adverses et les supporters domicile, ils sortent en même temps sur le parvis du stade, il n'y a aucun problème. Nous, à la fin, tu fais le tour pour applaudir tes supporters. Ouais. Tu passes devant les supporters adverses, ils t'applaudissent, donc tu les applaudis aussi en retour. Donc, ça a dû changer, ça. Clairement, ouais. Enfin, tu te dis, tu viens avec les enfants au stade, t'es archi tranquille. Même derrière le but, là où il y a les ultras, on va dire, bon, c'est pas des ultras là-bas, mais c'est des gens qui chantent. Tu voyais des mamans avec leurs enfants de 1 an sauter comme ça derrière, là, c'était incroyable, de belles images. Mais ça manque parfois un peu d'émotion quand tu gagnes la coupe notamment, où c'est un peu trop sage. Mais ils ont un petit côté un peu fou quand même. Ouais. Tu savais que ça allait être ton dernier voyage ou pas? Je savais qu'on avait très 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 envie de rentrer, donc plus on s'est approché de décembre, plus je sentais que c'était la fin.
J'avais l'opportunité, donc c'est pour ça que même mon dernier match, je savais à 90% que c'était le dernier. Je n'étais pas sûr à 100% parce que mon club australien m'a rappelé pour y retourner donc de janvier à juin qui arrive, juin prochain, pour aller boucler la boucle et essayer de remettre play sur le pause ou le stop qu'on avait mis avant. Ça nous Traverser l'esprit. a vraiment. On avait quasiment dit oui à un moment donné et je pense que Et qu'est-ce qui fait changer du coup? le déménagement, le fait de refaire des cartons du Japon pour envoyer en France avec deux enfants en bas âge, le fait d'être loin, ça fait 2 ans et demi qu'on était loin de Monaco, de toute la famille, les amis. Et puis De au niveau du repartir football. non, au football, non. Si ça avait été vraiment que le foot, on y serait retourné. Continues? Oui, je continue. Ok. Non, parce que physiquement, je me sens bien et j'avais envie vraiment de. Et encore aujourd'hui, tu vois, je sais pas si j'ai pris la bonne décision parce qu'on ou y pas. arrive, on y arrive. On y arrive, ouais. Ça m'aurait plu vraiment de refinir avec eux, voilà. Pour la petite histoire, mais c'est repartir comme ça au mois de janvier pour 4 mois à peine. Refaire des valises, retrouver une maison pour 4 mois. Notre grand, donc, qui était à l'école française de Sydney, on avait contacté l'école. Il nous avait dit qu'il ne voulait pas le reprendre, qu'il ne pouvait pas le reprendre. Donc il fallait rechanger, il fallait le remettre dans une différente école pour 4 mois. On s'est dit qu'on n'allait pas le remettre, lui refaire endurer ça. Et au final, on s'est dit, bon, c'est quoi, on rentre. Et en fait, on est arrivé là mi-décembre, on s'est dit, ah oui, on est bien, c'est bon. Stop. La flemme de repartir, même si j'aurais kiffé rejouer 4 mois pour ce club-là, mais ouais, stop. Et la décision, d'arrêter, tu la prends comment? Je me suis toujours dit jeune, alors je sais pas pourquoi, peut-être que c'est l'image que j'avais. Parce que le t'es nombre encore jeune. Ah ouais, c'était. Non, mais on se dit, alors je sais pas si tout le monde s'est dit, mais généralement, moi je m'étais toujours dit, c'est voilà, à 36 ans, tu vas arrêter à 36 ans. Alors peut-être que quand je me suis approché de cette date-là, je me suis dit, ben ça y est, j'y suis. Alors peut-être que j'aurais pu, voilà. Mais peut-être que mon père, je crois, a été à 35-36 ans, peut-être que j'ai eu cet exemple-là, voilà, exactement. Non, mais la plupart des joueurs, généralement, bon, à part blessure ou quoi, ou d'autres qui jouent jusqu'à 40 ans, c'est à ces âges-là qu'on arrête. Mais non, je le savais après, ouais, je le savais de toute façon que ça allait arriver. C'était une décision réfléchie. Voilà, si c'était pas l'Australie, c'était nulle part ailleurs, quoi. Je voulais revenir, je voulais qu'on rentre et commencer un nouveau chapitre. Et du coup, ce nouveau chapitre? Bah, pour l'instant, voilà, on profite du retour pour quand ça fait 2 ans et demi que tu es loin de la France, l'inscription à l'école, à la crèche, on a une maison en rénovation à côté de Monaco, la maison en rénovation, bon, on habite à Monaco, mais au final, le temps passe vite, des interviews à droite à gauche, des podcasts à droite à gauche, et puis... Pensez à vous abonner d'ailleurs. Ouais. Hein? Et puis, non, toujours un peu de sport. Je me suis mis un peu au paddle, comme beaucoup d'anciens joueurs de football. Beaucoup de personnes. Ouais. Et alors? Je kiffe. Et non, je kiffe de plus avoir de contraintes de tous les jours. Voilà, c'est moi qui me fais mon programme de tous les jours. Ça fait du bien? Et ça n'a pas de prix, je crois. Ouais, ça n'a pas de En tout cas, on le voit. Je le vois, moi, personnellement, là, t'es rayonnant. Ouais, non, je suis appelé, mais j'ai pas envie de... Bon, j'ai envie de... Bon, là, j'ai pas mal de trucs à faire parce qu'on vient de rentrer, mais je veux pas ne rien faire pendant quelques mois, quoi. Ça va vite m'embêter de rien faire. Donc là, je profite pour tout remettre en place, mais il va falloir vite réenchaîner sur quelque chose, parce que je me vois pas ne rien faire, quoi. Aller boire un café le matin et jouer au paddle l'après-midi, c'est bien pendant quelques semaines, quoi, mais ça va vite me saouler, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Valère? Professionnellement, je sais pas, j'ai toujours envie de rester dans le foot, dans le milieu, parce que je suis toujours passionné. Ouais. Donc ça peut être avec des jeunes à la formation, ou peut-être en tant que conseiller, je ne sais pas, pour accompagner des jeunes joueurs, la nouvelle génération, qui je pense en a besoin, parce que beaucoup me disent que c'est un monde qui est compliqué, les entourages sont compliqués, donc j'ai envie de le faire à ma manière, en toute transparence avec tous les joueurs que je pourrais peut-être accompagner et leur donner ce que j'ai acquis pendant toute ma carrière, parce que j'ai la chance des joueurs, mais aussi des grands entraîneurs que j'ai eus pendant toute ma carrière, donc j'ai eu la chance le mérite d'avoir un bon bagage, donc si je peux transmettre à des jeunes et essayer de les accompagner le plus possible, ça pourrait être un kiff. Eh ben, on te le souhaite vraiment. Merci beaucoup. C'est une tradition chez Addict au Foot. Nos invités ont le mot de la fin. C'est
toi qui clôture Eh ben, l'interview. écoute, merci à toi, je me suis régalé pendant cette heure passée ensemble, on va dire. Et puis, non, c'est à tous ceux qui nous regardent, c'est kiffer, continuer de supporter, de suivre le football parce que c'est un sport, un milieu Et qui est abonnez-vous, extraordinaire. Abonnez-vous, bien sûr, c'est très important. Et non, kiffez à fond, prenez plaisir, tous les joueurs, les entourages. C'est que du foot, voilà. On oublie de temps en temps, mais ça reste que du foot, donc faut prendre vraiment plaisir au quotidien. Merci Valère. Merci. Merci à toi.